ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Sophie Delannoy, skippeuse de course au large et fondatrice du SD Racing. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Pour ce nouveau numéro, je vous propose d'aller à la rencontre de Sophie Delannoy, fondatrice du SD Racing, qui s'est lancé le défi de devenir la première femme transgenre à traverser l'Atlantique en solitaire et en course. Sophie est née homme, mais elle s'est toujours identifiée comme femme. Elle est l'aînée d'une grande fratrie et grandit auprès d'une famille attachée aux valeurs religieuses. Elle vit sa foi de manière ouverte et dépassionnée, comme une fenêtre sur le monde et l'humanité, stimulée par les récits de son oncle nonce apostolique au Caire et à Damas, c'est-à-dire ambassadeur du pape. Les pères jésuites de son lycée lui donneront quant à eux le goût de l'engagement. Elle passera ses mercredis après-midi à mener des petits travaux pour venir en aide et en soutien aux familles en difficulté. Pendant plus de 20 ans, elle évoluera dans le monde professionnel en tant qu'homme à divers postes de direction dans la grande distribution. Une période difficile car à l'époque, parler de transition de genre était inconcevable. Elle gardera longtemps, trop longtemps le silence pour protéger les siens, même si la paternité l'aidera à supporter sa dysphorie de genre. Mais elle souffre, c'est de mal en pire, sa santé mentale est à deux doigts de vaciller. En 2018, après des années de quête d'identité, elle s'autorise enfin à faire sa transition de genre. Aujourd'hui, elle se présente comme une très grande dame de 56 ans, 3 fois papa, jeune grand-mère de 2 petits-enfants et depuis l'année dernière, skippeuse de course au large. Bonjour Sophie. Bonjour Loubna. Alors, j'ai eu l'honneur et la fierté de te rencontrer Sophie lors de la première cérémonie des rôles modèles LGBT en entreprise qui était organisée par l'association L'Autre Cercle. Tu étais donc lauréate rôle modèle dirigeant et j'avais été bouleversée par ton témoignage courageux et tellement inspirant que quand je suis rentrée le soir chez moi, j'ai pas arrêté de me demander mais comment ça allait se passer pour toi après ce témoignage public? T'as été mise en lumière ce jour-là et j'ai pas arrêté de me dire mais c'est quoi les conséquences derrière l'accueil? Est-ce qu'il a été chaleureux? C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interrogée et je suis ravie de pouvoir aujourd'hui te poser directement la question après ces quelques années puisque c'était à l'époque en 2019. Aujourd'hui, quelle conclusion et qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Alors Loubna, c'est intéressant comme question que tu poses. En fait, la première réponse que je peux te faire, c'est quel bilan je tire aujourd'hui, c'est déjà qu'il n'y a pas une minute où j'ai regretté. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. et en revanche, il y a des milliers de minutes où j'ai été, et encore aujourd'hui quand je te parle, je suis ravi, très heureuse d'avoir fait ce geste. Même si c'est un process dans lequel c'est un process de transformation. Il y a des gens en entreprise qui savent ce que c'est que la gestion du changement, et je suis passé à peu près par toutes les étapes du déni, de la perte, et d'ailleurs il y a les personnes transgenres sont assez fortes sur la gestion des changements et l'accueil des changements, même inattendus. Oui, parce que c'était juste peu de temps après ta transition, c'était très récent. Oui, ouais, c'était très récent, oui. J'ai fait ma transition sociale au mois de septembre 2018, et là, l'événement dont tu parles, c'était au mois de mai 2019. Ce que ça m'a permis aussi, je suis tombé là-dedans, mais tout à fait par hasard, et j'ai répondu sur une inspiration, sur le fait de me dire, bah oui, c'est intéressant. En fait, quand on fait une transition, on se trouve à plein de choses auxquelles on s'attendait pas, et il faut savoir saisir ça. Et moi, ça m'a permis de découvrir la personne que j'étais en train de devenir. Ce que j'ai fait là, ces paroles que j'ai dites de manière tout à fait spontanée devant 700 personnes au studio 104, j'ai découvert que quelque chose que j'ai porté comme une honte pendant une cinquantaine d'années, en fait, ça avait de l'impact, que je savais en parler, que ça inspirait des gens, que ça faisait du bien aux gens de l'entendre. Et donc j'ai découvert une partie très importante de la personne que je suis devenue. Oui, parce que tu n'étais pas du tout engagé sur ces sujets, c'est quelque chose... Pas du tout, pas du tout. Et j'ai découvert également tout un tas de gens qui étaient comme moi et avec lesquels je me sentais avoir quelque chose en commun. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que
quand 2 ans après, il a fallu recruter un comité de direction pour redresser la Fondation Le Refuge. Alors, est-ce que tu peux, parce que tout le monde... alors, en effet, tu as été directrice générale de la Fondation Le Refuge. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la Fondation Le Refuge, qui est une association extrêmement importante? La Fondation Le Refuge, c'est la seule association en France qui a pour mission... c'est d'ailleurs plus une fondation maintenant, oui, association, qui a pour mission d'accueillir des jeunes LGBT, des jeunes majeurs LGBT qui sont... je vais être très vulgaire, foutus dehors de chez eux par leurs parents parce qu'ils sont homo, lesbiennes, bi ou trans. Et quand je dis foutus dehors, c'est à dessein parce que c'est vraiment violent. C'est écoute, voilà, on a fait ta valise, t'es plus là. Et casse-toi. Et c'est la seule association en France qui accueille en plus... en tout cas, c'est la plus importante. Et donc, c'est une association qui avait une vingtaine d'années à l'époque et qui a connu de graves difficultés et qu'il a fallu professionnaliser, dont il a fallu renforcer les moyens, qu'il a fallu restructurer. Et alors, le lien avec ta visibilité et la fondation... Je l'ai fait avec un comité de direction. Il y avait, sur les 4 personnes avec lesquelles on a travaillé, il y en a 2 qui étaient dans la salle ce soir-là. Et je ça a créé des liens, en réalité. À la fin de la réunion, je suis tombé sur un garçon qui me dit, bah voilà, bonjour, je m'appelle Christophe Marguen, je suis plutôt financier contrôleur de gestion, mais un jour, je voudrais faire quelque chose dans ce domaine-là. Je dis, ouais, il a l'air sympa, le mec. Enfin, voilà, tu vois. Et on a fait... Enfin, voilà. Donc, en fait, j'ai découvert mon nouvel univers en faisant ce pas en avant. C'était du domaine là, pour le coup, c'était vraiment à Paris, quoi. Et l'accueil dans l'entreprise auprès des clients, parce que c'est une initiative qui est très médiatisée, hein, donc ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de difficultés. Ça s'est bien passé. L'accueil de mes collègues de chez Auchan a été vraiment très chouette, quoi. Je l'avais dit sur scène, mais un jour, je suis allé voir ma directrice régionale qui était une dame qui avait 1 ou 2 ans de moins que moi et un charmant accent du Sud et qui je dis, bon, bah voilà, Béatrice, je vais faire ma transition. Bon, alors, t'attends pas un miracle, hein, parce que, voilà, tu sais, quand tu fais une transition à 51 ans, je serai pas Cindy Crawford. Et elle me dit, ah, ça tombe bien, j'aime pas la concurrence. Et tu vois, c'est ce genre de moment extraordinaire que tu vis. J'étais à l'époque élu dans un tribunal de commerce dans le sud de la France et j'étais obligé d'aller voir le président pour lui dire, écoutez, monsieur le président, voilà, vous avez élu monsieur et vous aurez madame et bon, si ça vous pose un problème, vous me le dites. Et ce monsieur, président d'un très gros tribunal de commerce, un monsieur d'un certain âge, il me regarde et il me dit, bon, alors écoute, on va être simple. Nous, on t'a choisi pour ta compétence. C'est vrai que j'avais déjà 10 ans de tribunal de commerce avant. Et tu viens en jupe, tu viens en pantalon. Franchement, je m'en fous. Et de toutes les façons, on siège tous en robe. Donc, ça pose aucun problème. C'est vrai. Et voilà l'accueil que tu reçois. Après, il y a des choses contre lesquelles les entreprises doivent se prémunir. C'est que aujourd'hui, avoir des comportements homophobes ou transphobes dans une entreprise, plus personne ne le fait de manière ouverte. Mais il faut pas se faire dire, il faut pas se cacher derrière. Oui, il y a toujours un peu, voilà. un peu. Il y a beaucoup toujours des gens ou des gens qui vont pas forcément agir très très bien. Et alors il y a aussi une chose qu'il faut, et donc il faut vraiment que là les services RH chez vous, mais chez OnePoint, mais alors, justement, en parlant de quand donc il y a cette transition, il y a cette mise en visibilité à travers cette initiative qui sont les rôles modèles LGBT en entreprise. Comment on embarque son entreprise après sur ces sujets? Parce que j'imagine que tu étais un peu la première, en fait, ou pas, hein, peut-être qu'il y avait eu d'autres transitions. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est que moi, j'ai pas fait ma transition pour devenir un porte-drapeau de la transidentité dans l'entreprise dans laquelle j'étais. C'est vraiment, oui, j'imagine, c'est arrivé. J'étais en train d'essayer de survivre. Oui. Donc, voilà. Après, comment une entreprise peut s'embarquer dans ce genre de choses-là? C'est déjà s'instruire, se cultiver. Adhérer à des chartes de bonne conduite, vous êtes adhérent à la charte de l'autre cercle, vraiment s'acculturer, acculturer les équipes RH parce que c'est eux et elles qui sont en première ligne, et puis au sein des entreprises, créer des réseaux de personnes LGBT, des groupes, ça s'appelle les ERG en anglais, mais enfin bon voilà,
Nous, on appelle ça des chantiers en interne. Comme vous voulez. Et c'est très important et ça a un gros bénéfice pour l'entreprise. Un jour, je me suis retrouvé dans une boîte, une très grosse boîte d'informatique dont le nom tient en 3 lettres et qui a été découpée, redécoupée, qui est devenue une entreprise de... Bon, voilà, je ne cite pas de nom, mais... Et un jour, je me suis retrouvé dans une réunion de RG et en fait, quelqu'un m'a dit, tu sais, en fait, ce groupe, il est génial parce qu'il crée de la cohésion dans les différentes branches du groupe et c'est un outil de cohésion extraordinaire. Donc, vous avez aussi à y gagner. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de visibilité des personnes LGBT au travail. Toi, tu fais partie d'une génération pour qui juste assumer sa transidentité relevait du parcours du combattant. Est-ce que tu considères que c'est une grande avancée et si oui, pourquoi? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Parce que on peut pas dire qu'on ne parle pas des sujets LGBT en entreprise, mais est-ce que véritablement ça change les choses, ça fait évoluer les mentalités ou il y a encore un long parcours? Alors, tout n'est pas rose, hein. Ça reste quelque chose de compliqué, mais déjà entre soi et soi, hein, prendre cette décision, surtout quand on a un certain âge, clairement il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Bon. Ou même tout simplement d'assumer son homosexualité. C'est vrai que là, on parle de transidentité, de transgenre, pardon, parce qu'il faut faire... Les mots sont importants. Mais il y a aussi les questions LGBT, juste pouvoir assumer le fait d'une orientation sexuelle différente. Les choses changent. Elle change vraiment, tu vois. La personne qui m'avait invité à l'autre cercle à cette célébration à laquelle tu as assisté est une personne transgenre, une femme transgenre qui, elle, a attendu sa retraite pour faire sa transition. Moi, j'ai fait ça à 51 ans. J'ai quelques années de moins qu'elle. Et il se trouve que cette année, j'ai eu la chance de pouvoir faire nominer comme rôle modèle de l'autre cercle une jeune femme transgenre qui, elle, a dû annoncer à son entreprise qu'elle était une jeune femme transgenre parce que personne s'en était rendu compte. D'accord. Et donc, voilà, pour moi, c'est un peu... Alors, c'est un peu mon côté qui veut toujours voir les choses positives, mais clairement, les choses avancent. Il y a encore du boulot, il y a encore beaucoup de boulot, et c'est important pour les entreprises. Alors, en plus de ça, il y a de nouvelles choses qui apparaissent, de nouvelles situations qui apparaissent. La question de la non-binarité. Alors, c'est un vrai sujet. Alors, explique pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. C'est quelqu'un qui, en fait, estime que son genre peut être soit homme, soit femme, soit les deux. Alors, il y a plus, très exactement. La non-binarité, c'est les deux en même temps. Et ce qu'on appelle la gender fluidité, c'est de manière indifférenciée en fonction des circonstances, des moments. Et ça, c'est clairement, il va falloir que les entreprises s'habituent parce que il se trouve que nous, alors moi je suis une femme transgenre abominablement binaire, c'est-à-dire que je suis très très embêté quand quelqu'un me dit monsieur, voilà, et ça peut arriver, et j'ai tout fait pour être vraiment le plus possible dans cet état qui est celui d'être une femme. Mais aujourd'hui, tu as des personnes qui estiment qu'elles sont bien dans un entre-deux. C'est vrai. Et tant mieux, hein. Si c'est là qu'elles sont bien, tant mieux. Il faut que l'entreprise se dise, bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais, comment j'accueille, comment j'explique, est-ce que moi-même j'ai compris? Oui. Voilà. Mais est-ce que, surtout, je vais être tout à fait transparente, quand on a commencé à réfléchir, à mettre en place un chantier sur les sujets LGBT, on s'est dit, bon, bah, l'objectif, c'est pas de demander à nos collègues de sauter, ça reste de l'ordre du privé, et on s'est vraiment interrogé sur la nécessité de traiter ces sujets en entreprise. Alors, j'ai une réponse, mais j'aimerais bien avoir la tienne, parce que on se pose la question, on se dit, mais moi j'ai des collègues qui nous interpellent en disant mais c'est un choix intime, on n'a pas à poser la question, on n'a pas à le savoir, et donc pourquoi on traite ces sujets? Et donc il y a encore besoin de faire un peu de pédagogie là-dessus, et j'aimerais bien que tu puisses, Sophie, expliquer justement pourquoi c'est important de le traiter en entreprise, parce que là il s'agit bien de sujets LGBT en entreprise. Ce que tu viens d'expliquer de cette réaction des gens, en fait, qui est normal, hein. Oui, enfin, c'est surtout en fait une difficulté à se mettre à la place des autres. Et à la limite, tu vois, moi, si aujourd'hui j'arrivais à faire une thèse très pontifiante sur ce que c'est qu'être une personne en situation de handicap en entreprise, il est très probable que
j'aurais pas les bons mots, pas les bonnes compréhensions, parce que j'y connais rien, et que, voilà. Et après, quand tu te retrouves dans la situation d'être une personne LGBT, là, tu comprends que, en fait, il y a encore énormément de boulot. L'autre cercle a fait une enquête il y a 2 ans sur l'invisibilité des femmes lesbiennes en entreprise. Très. Un nombre incalculable de femmes qui ne mettent pas leur conjointe sur les feuilles de mutuelle pour pas que ça se sache. Il y a encore des jeunes hommes qui racontent qu'ils ont passé le week-end avec leur copine alors que la copine est un copain. Le jour où chez Radio France on était sur scène, il y a un jeune homme brillantissime qui est aujourd'hui VP dans une très grosse boîte d'aéronautique qui est monté sur scène en disant moi pendant 10 ans j'ai raconté que j'étais marié avec Maria qui habitait Barcelone, et le jour où j'ai pu dire que Maria s'appelait Pablo et que la charge. C'est ça qu'il faut expliquer, c'est que c'est une grosse charge mentale en réalité. Mais en fait, devoir se cacher, de pas pouvoir parler de son week-end, de bah oui, je suis en train d'essayer de faire une GPA, oui, on a envie d'avoir des enfants, oui. On s'est marié. Et ben enfin, il faut que les personnes qui te font ce genre de réflexion se disent, voilà, dans la journée, là, quand est-ce que j'ai parlé de ma vie personnelle, de mes enfants, tu vois, puis alors il y a des trucs tout cons, quoi. Je viens d'aller aux toilettes chez OnePoint. Alors, oulala. Je viens d'aller aux toilettes chez OnePoint. Et je suis donc allé dans les toilettes des dames, parce qu'au bout de 5 ans, je me trompe plus de porte maintenant. Et j'ai vu qu'il y avait, en cas d'urgence, nous avons des protections périodiques pour toutes. Sauf que, eh bien, il y a des hommes transgenres qui ont besoin de protection périodique et qui peuvent c'est vrai qu'on les a mis dans les toilettes des femmes. Et même si après il y a des toilettes mixtes, mais c'est vrai que les protections hygiéniques, on les a mis dans les toilettes des femmes. Et ces mecs-là qui ont une barbe, ils sont absolument, parce qu'ils ont une grande chance, les hommes transgenres, c'est qu'une fois que tu as la barbe, plus personne va te dire madame, quoi. Et en plus la voix mue et tout ça, alors que moi je garderai toute ma vie cette voix délicatement féminine que tu entends. Bon, ça va. Bon, c'est pas grave. non, elle est très jolie ta voix, Sophie, quand même. Oh. Et bah, si pour trouver des protections périodiques, ils sont obligés d'aller dans les toilettes des femmes, c'est un problème, tu vois. Et c'est des trucs, mais ça correspond. Les personnes transgenres, c'est entre 2 et 4% de la population. Donc en fait, c'est une infime minorité. Et donc, c'est difficile de se retrouver dans ce genre de situation un peu ubuesque. Et voilà. Et quand on est une personne hétérosexuelle blanche, c'est un problème, quoi. De se rendre compte de toutes les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Donc, en t'entendant, en effet, il y a une situation de mal-être à laquelle, comme pour n'importe quel collaborateur, il faut être en mesure de répondre. Et de toutes les façons, je vais te dire, en fait, ce que je te dis là, ça vaut également pour les collaboratrices femmes vis-à-vis des hommes. En fait, c'est la question, c'est pas la question des LGBT ou des personnes handicapées, c'est vraiment la question de la différence et du biais de minorité que tu portes sur toi quand tu es une personne différente, quand tu es une personne issue d'immigration, quand tu es une personne trans. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste une question de LGBT. Oui, parce que souvent c'est vu comme un acte militant, plus que quand on travaille sur la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes ou sur les sujets de handicap. Il y a quand même un moment ce sentiment que quand on aborde ces sujets LGBT, il y a un aspect militant, alors que c'est pas le sujet. Il y a un aspect plutôt RH de bien-être des collaborateurs et collaboratrices et de pouvoir répondre aux situations diverses, puisque comme tu le dis, on est des individus avec notre diversité, avec nos parcours de vie et nos richesses. Mais il y a encore, en tout cas sur le sujet LGBT, il y a encore on sent encore un peu de retenue en se disant c'est un côté militant, alors que je pense que c'était important qu'on puisse avoir cet échange pour aussi expliquer qu'il y a cette situation de mal-être, d'injustice aussi administrative, comme tu le rappelais. Et puis j'avais lu qu'il y avait un gros turnover aussi chez les personnes LGBT en termes d'emploi. Ah oui. Ouais. Où au bout d'un moment le secret est tellement lourd que tu pars, et donc il y a aussi une évolution de carrière qui est quand même moins importante, même s'il y a les mêmes années d'expérience. Comme tu changes plus souvent d'entreprise, c'est plus complexe. Alors il y a un truc, et là c'est pour tes équipes RH,
une personne transgenre qui fait sa transition, le réflexe, c'est de dire, écoute, on va faire comme si c'était rien passé, on va faire en sorte que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'en gros, il se passe rien. Alors qu'en fait, une personne qui fait sa transition, c'est quelqu'un qui va déjà être beaucoup mieux avec elle-même. Bien sûr, elle sera qui va plus se sentir épanouie. mieux, qui va avoir la pêche, Moi, je vais te dire, je l'ai dit 100 fois, mais c'est toujours aussi vrai. Je me réveille tous les matins, j'ouvre les yeux, je suis Sophie, ça vaut 10 milliards de dollars, tu vois. Ouais, tu dis, c'est aussi un enjeu de business, souvent, sur ces sujets. Et voilà. Et donc, il y a une opportunité à saisir. Et vos services RH, au lieu de se dire, bon, on va se débrouiller pour que ça fasse pas trop de vagues. Non! C'est comme si cette personne revenait d'un MBA que tu viens de lui payer. Elle a de nouvelles capacités, ou en tout cas, elle va mieux utiliser ses capacités. Donc, qu'est-ce qu'on lui trouve comme nouveau job, comme nouvelle mission, comme nouvelle appétence? Enfin, c'est pas tellement de la faire monter sur une estrade en disant oui, on en a une, bon, il faut le faire, c'est sympa, mais c'est surtout comment l'entreprise tire le meilleur parti de cette ressource humaine qui va pouvoir s'exprimer beaucoup mieux. Ça, c'est un boulot de RH. Le RH qui va faire ça, il va vraiment remporter la pouquette, comme on disait. Alors, en préparant un peu cette interview, je me suis dit, mais est-ce que Sophie, elle aurait eu la même carrière en tout cas, est-ce que tu aurais eu la même carrière si tu avais été une femme? Tu as été à des postes de direction, tu es lauréate rôle modèle dirigeant. Est-ce que tu penses que tu aurais la même carrière si tu avais été une femme? J'avoue que ça m'a je me suis interrogée. Alors peut-être, je pense qu'il y a aussi une question de caractère et pas qu'une question de genre. Mais voilà, ça m'a interpellée. Je me suis dit bon, je lui poserai la question. Il y a aussi une question de génération, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à travailler en 91. C'est notre époque. Et en 91, objectivement. Enfin voilà, tu avais moins de chances de faire une carrière gratifiante. Alors, pour ceci dit, j'ai des amis de mon âge qui font des super carrières et tout ça, mais oui, parce que tu me disais que tu avais gardé tes copines de promo qui t'ont beaucoup accompagné pendant ta transition. Voilà, mais globalement, c'était un peu moins facile. Donc oui, probablement que j'ai bénéficié de ce que les militants appellent un male privilege, et probablement d'ailleurs que j'en bénéficie encore. Après, là, sur le truc sur lequel je peux te répondre oui à 100%, c'est que si je n'avais pas fait ma transition, je n'aurais fait aucune des choses extraordinaires que j'ai faites depuis et dont je suis très fier. Et voilà, Alors c'est vrai que depuis, alors pour expliquer, alors donc comme on le disait tout à l'heure, tu as été directrice du refuge, donc cette fameuse fondation qui vise à prévenir de l'isolement et des jeunes LGBT, mais tu as aussi créé une association qui s'appelle Transsanté, qui a pour but d'améliorer l'accueil des personnes transgenres par les professionnels de santé. J'imagine que c'est le vécu qui t'a fait aller sur ce sujet. Alors j'ai participé à la création. L'animatrice de cette association s'appelle Béatrice Denas et elle fait un travail extraordinaire. J'avoue que j'ai été moins active parce qu'en fait ça a été concomitant à mon job au refuge qui était un job à 150%. J'imagine, mais oui, c'est un vrai sujet parce que le monde médical aujourd'hui est encore peu formé. D'accord. Tu vois, dans le cadre de mon projet entrepreneurial de course au large, je me suis installé à Morlaix. Et j'ai fait le tour des endocrinologues de la ville de Morlaix en disant bon voilà, j'ai un traitement hormonal de substitution, j'aimerais pouvoir être suivi par un médecin. Non, mais monsieur, on fait pas ça en fait. Déjà c'est madame. Et puis vous savez, c'est pas de la rocket science. Et donc il y a encore alors là aussi ça a beaucoup changé, beaucoup progressé, mais il y a encore du boulot à accomplir. Mais je dois dire qu'en 5 ans, ça a énormément changé et l'assaut de Béatrice et Transsanté a vraiment fait beaucoup de boulot. De sensibilisation et de formation, en tout cas. Et alors, pour finir, il y a ce dernier grand défi. Tu as décidé de partir à l'aventure. On peut parler d'aventure, puisque tu n'as jamais été... Alors, donc tu veux faire la traversée de l'Atlantique, alors on dit en solitaire et en course, c'est dans le sens là, mais tu avais une expérience de bateau, tu avais déjà été dans un bateau, rassure-nous. Oui, j'ai toujours fait de la voile, j'ai toujours adoré ça,
Et en plus de ça, moi, la mer et être sur un bateau, ça fait partie de ces moments où Comme une thérapie. Ouais, je ça comprends. me faisait vraiment du bien. Ouais. J'ai été scout marin quand j'étais jeune, j'ai navigué pas mal, et donc j'ai eu envie de ce retour à la mer. Alors en fait, ça a été inspiré par une histoire qui s'est passée au refuge aussi, c'est-à-dire que 1 an et demi avant, on a un navigateur qui a fait la route du Rhum sous les couleurs du refuge, et donc Antoine Carpentier nous avait emmené naviguer sur son bateau, et je m'étais retrouvé sur ce bateau. Et quoi, t'as eu un coup de cœur. Et je m'étais dit, là, vraiment, c'est un dossier qu'il faudrait que je réouvre. Donc, voilà, à la fin, quand le refuge a été remis sur pied, que le groupe SOS l'a repris, ce qui était probablement la meilleure chose qui puisse arriver, je me suis lancé dans ce projet de course au large. Donc, l'objectif, c'est de faire la Mini Transat 2025. Donc, dans la Mini Transat, le seul truc qui soit mini, c'est le bateau, hein, puisque ce sont des bateaux qui font 6,50 m. C'est pas petit, 6,50 m. Hein, oui, mais quand tu fais 1,90 m, c'est un peu court. Mais bon. Et en revanche, c'est une vraie transat. On part en septembre 2025 des Sables d'Olonne pour aller aux Canaries, faire escale aux Canaries, puis après ça, faire les Canaries, la Guadeloupe. Et donc, pour être qualifié pour faire cette mini transat, il faut valider un certain nombre de 1000 en course. C'est un peu le même système que le Vendée Globe, sauf que les bateaux sont moins grands. Donc là, tu es en train de valider des courses, t'es en compétition régulièrement. Là, je suis en entraînement. Alors, ce qui est très sympa, c'est que c'est un projet où tu fais tout. Ouais, alors oui, parce que tu t'occupes du bateau. T'as pas d'équipe en fait, t'es toute seule. Voilà. C'est toi et ton bateau. Ouais. Alors le truc, et c'est très marrant parce que ça ressemble beaucoup à l'entreprise et au fonctionnement d'équipe projet que nous on avait quand on faisait des gros centres commerciaux. Le truc, c'est d'avoir une idée générale de l'objectif, quand même, hein, des choses importantes, et puis surtout de savoir fédérer autour de toi des gens qui sont bien meilleurs que toi. Ah bah bien sûr, toujours, vois, toujours. Samedi, je navigue en entraînement avec un skipper qui a 15 ans de moins que moi, mais qui a fait la Transat Jacques Vabre en classe 40, je pense que je vais apprendre des trucs, tu vois. Alors, et depuis que tu t'es portée, alors je sais pas si on dit portée candidate, je sais pas, en tout cas... lancée dans ce projet. Merci, lancée dans ce projet. On te contacte, on veut t'accompagner, tu parlais de ce coureur plus jeune, et c'est lui qui est venu te voir, il y a vraiment cette envie de te faire gagner et te faire surtout peut-être prendre juste du plaisir. Hein. Bon, alors je dois te dire que je suis arrivé le 15 janvier à Roscoff, l'année dernière. Et parce que tu dénotes, hein, ils ont pas pu ne pas te voir. Hein. Oui, mais je t'assure que ça a été un accueil. Bon, d'abord, en fait, tout le monde est là pour faire de la voile. Hein, donc, vous êtes que des passionnés. J'ai mis mon militantisme un peu de côté pour le temps. Et franchement, l'accueil a été vraiment super sympa. Bon, je pense que tout le monde avait compris que j'étais pas de première monte, donc voilà. Mais voilà, ça a été très très sensible, très délicat, voilà. Il y a des gens qui m'ont posé 2-3 questions, mais et vraiment ça s'est passé. Et alors, pour faire marcher un bateau comme ça, c'est des bateaux assez techniques. C'est vraiment des bateaux de course. C'est l'équivalent bateau d'une 205 rallye, tu vois. C'est vraiment bon. Et là, il faut un chantier naval qui tienne la route, un fabricant de voiles qui sache vraiment ce qu'il fait, parce que sur des bateaux qui sont surtoilés comme ça, si les voiles sont pas bien taillées... Et donc toi, tu pars à l'aventure sans réseau, sans rien, et tu construis tout, en fait. Et en fait, oui, il y a des tas de gens qui ont envie de bosser sur ce truc. C'est génial. Et c'est génial. C'est vraiment... on a un coach qui s'appelle Damien, et peut-être qu'il écoutera ce truc. Je te remercie, Damien, qui est un ancien figariste, donc qui sait tout de comment on fait avancer ces bateaux. Et puis, alors après, le truc, c'est que la plupart des skippers de la classe mini ont 15 ou 20 ans de moins que moi. Mais il y a aussi, tu vois, sur l'édition de cette année, Anne Liardet a passé la soixantaine, donc... on s'est parlé, elle m'a dit non, mais ça va, tu vas tranquillement, ça passe très très bien. Et voilà, c'est vraiment un milieu extrêmement ouvert. Il y a des gens qui viennent de partout. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes skippers qui sont très brillants. Il y a, je crois, j'ai compté 3 polytechniciens, dont 2 polytechniciennes, des centraliens, enfin bon voilà. Et puis il y a aussi des jeunes qui sont vraiment là pour commencer leur carrière dans la voile, comme coureurs au large, et qu'on retrouvera dans 2-3 ans sur les ultimes de l'Ultime Challenge. Donc c'est vraiment un milieu extraordinaire. Donc humainement c'est fabuleux. Le bateau, je suis très très content d'avoir choisi ce bateau parce que il est solide, il est simple,
c'est un bateau, je sais, cette année, il y en a un qui a terminé 25e de la Mini Transat sur 100. Donc je sais que ce bateau, si je me débrouille bien, tu peux faire je peux faire au moins la première moitié. Quoi. Voilà, donc c'est un gros challenge, parce que j'étais parti en me disant, bon, si je fais dernière, ça sera bien. Ouais, si je la termine, en fait, déjà. Et en fait, pas du tout. Maintenant, je me prends au jeu. Mais c'est génial. C'est super enthousiasmant. Et puis, tu apprends beaucoup de choses. Quoi, en fait. Et l'objectif de cette course, alors il y a un aspect de plaisir personnel, mais il y a aussi un aspect militant. Tu disais que tu mettais l'aspect militant de côté. Il y a aussi plus que militant, c'est pas militant, une visibilité, puisque je crois qu'il n'y a pas de skipper LGBT. Non. Si je dis pas de bêtises. Alors, à ma connaissance, voilà. En fait, lors de cette navigation avec Antoine m'avait dit, tu sais, quand même, en course au large, il n'y a pas de skipper LGBT. Je lui ai dit, écoute, Antoine, tu sais comme moi ce que ça veut dire. Ça veut dire que, c'est possible. Il y en a comme partout, il y en a 10% comme partout, mais ils ne sont pas visibles. Et donc, voilà, et en fait, je me rends compte qu'autour de moi, le fait d'être moi visible, parce qu'en fait, j'ai fait le choix d'être visible, pour éviter de me compliquer la vie, le fait que je sois visible, ça inspire un certain nombre de gens. Et ça libère la parole un peu. Voilà, ouais. Cet été, j'étais au départ de la Trans-Gascogne à Port-Bourgeonnet, là, on était tous dans le port, et puis tout le monde envoyait ses drapeaux de sponsors. Donc, moi, je me suis dit, pas de raison, moi aussi, j'ai le droit de faire de la propagande, donc j'ai envoyé le drapeau transgenre, ce magnifique drapeau rose, bleu, blanc et mauve, je crois. Oui. Voilà, qui était bien visible. Alors, il y a des coureurs qui sont venus me voir, comme quoi il y a encore du boulot à faire. Tu vois, des jeunes coureurs qui sont venus me voir en me disant, c'est quoi ce drapeau? Oui, parce qu'il n'est pas, voilà, il est pas c'est connu. C'est le drapeau de la fierté transgenre, et j'ai expliqué le truc. Et puis, sur Instagram, parce que je suis devenue Instagrammeuse aussi. Oui, j'ai vu que tu postais de très jolies photos de ton bateau. Donc, dis-nous, tiens, ton compte Instagram. Ça s'appelle Sophie sur la Transat. Voilà, Sophie sur la Transat, très simplement. Et c'est vrai qu'il y a de très jolies photos de toi en action. Sur Insta, je vois un post d'une jeune femme avec la photo de mon bateau et du drapeau qui dit « So happy to see there's somebody fighting for gender equality in offshore racing. Very nice. Congratulations, donc déjà, pas une Française, c'est pour ça qu'elle était contente. » Et en fait, il se trouve que cette jeune femme s'appelle Ceci Zorzi, et c'est une jeune femme lesbienne qui a écumé la planète en Accra, qui est un catamaran de sport olympique. Enfin, elle est astronomiquement bonne en voile, et qui s'est acheté un bateau pour elle aussi courir la Mini Transat. Et je me suis rendu compte que voilà, le fait de moi être, parce que j'ai pas trop le choix de la visibilité ou pas, ça l'a relaxé aussi, et je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui regardent, et mon rêve, bon, moi je vais la faire la 2025. Oui, c'est l'objectif. Et clairement, je vais la faire, mais... Et puis on va te suivre, voilà, on va être là avec toi. Mon rêve, c'est que dans 2-3 ans, inspiré par ça, il y ait un skipper ou une skippeuse LGBT qui se disent, moi j'y vais pour la gagner. Et j'y vais pour la gagner parce que c'est important de la gagner. Et c'est un peu le but aussi de fonder cette petite société SD Racing, c'est que dans mes rêves, je me dis un jour ça sera une écurie de course au large qui aura pour mission, une espèce d'entreprise à mission qui aura pour mission de faire gagner un skipper LGBT. Il y a une chose qui est vachement importante dans la voile, c'est que on se souvient tous des grands skippers qui ont gagné. C'est vrai. Quand Tabarly gagne la Transat anglaise, tous les Bretons se sont dit on a enfin mis la pile aux Anglais. Bon. Quand Florence Artaud gagne... J'allais la citer. Voilà. Toutes les femmes de ma génération se sont dit on peut y aller, on peut faire aussi bien. Quand Hélène MacArthur gagne... Et c'est un sport qui est extrêmement inspirant. Donc le jour où un skipper ouvertement LGBT, ou transgenre, ou non-binaire, gagne... Là, clairement, toutes les personnes qui trouvent intelligent de virer leur gamin parce qu'il est LGBT auront un petit peu moins de légitimité. Et ça fera avancer les choses. On se sent moins seul. Voilà. On n'a pas arrêté de le dire, les rôles modèles, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Pour finir, peut-être, comment on peut faire pour t'aider? Parce que, bien évidemment, tout ça, ça a un coût que tu finances seul. Si on a envie de te donner un petit coup de main, si on a envie de contribuer à cette aventure, comment on peut le faire? Écoute, déjà, clairement, je cherche un ou des sponsors. Et je cherche un ou des sponsors. Très clairement, si demain, quelqu'un me dit, écoute, on a envie de vendre... 25% de fenêtres en plus l'année prochaine et on va te donner ton budget, je leur dis écoutez c'est sympa mais moi ce qui m'intéresse c'est pas de vendre des fenêtres, ce qui m'intéresse c'est que vous m'aidiez à faire cette course et que vous portiez ce message
d'inclusion et de valorisation des personnes différentes et des personnes LGBT et que dans votre entreprise, que chez vos clients, ça soit une fierté. J'ai besoin de gens qui soient fiers de faire le projet avec moi. T'as pas besoin de commerciaux, quoi. Bah, écoute, s'ils font plus de business à cause de ça, je serais ravi pour eux. Mais vraiment, c'est pas l'objectif. Je voudrais que, leurs collaborateurs, dans l'ensemble, soient fiers. Que leurs collaborateurs LGBT se disent, bah ouais, en fait, on gagne à être authentique et à être soi-même, en fait. Ouais. Voilà. Et que chez leurs clients, bah, ils aient une photo du bateau dans le hall d'entrée, sous spi, et qu'ils puissent dire, bah ouais, vous avez vu, la skippeuse là, c'est une femme transgenre. Et chez nous, ces gens-là, il fait attention à ce mot, ces gens-là, hein, parce qu'il est connoté, mais chez nous, les personnes LGBT, elles ont toute leur place et on est prêt à parier, à mettre de l'argent dessus. Donc, collaborateurs, clients, venez et soyez vous-même. Mais en tout cas, on te souhaite plein de belles victoires parce que je crois que le chemin est encore long avant la qualification. Et puis, j'espère que ça va se passer au mieux et puis on prendra des nouvelles. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt, Sophie. Salut. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi, là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Hein.